Tu as l'habitude de galérer, Alice. Personne ne te remarque. 2 ans dans une prison de semi-liberté, ça ne va pas te tuer. On te paiera à ta sortie. Mon père a fait glisser le dossier sur son bureau comme s'il commandait son déjeuner, et non pas comme s'il m'ordonnait d'aller en prison. Le dossier était épais, rempli de documents de fraude fiscale et de détournement de fonds, des crimes que ma sœur Béatrice avait commis. Béatrice était assise sur le canapé, versant de fausses larmes dans un mouchoir tandis que ma mère lui tapotait le dos. Ils avaient besoin de quelqu'un pour porter le chapeau afin que Béatrice puisse toujours épouser un membre de la riche famille de Villiers le mois prochain. Et ce quelqu'un, c'était moi. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas débattu. J'ai pris le dossier, laissant mes mains trembler juste assez pour leur faire croire que j'étais brisé. J'ai besoin de 24 heures, ai-je murmuré. Pour réfléchir. Mon père a hoché la tête, satisfait. Il pensait avoir en face de lui une fille effrayée. Il ne réalisait pas qu'il regardait la personne qui allait lui prendre tout ce qu'il possédait. Avez-vous déjà réalisé que votre famille serait prête à vous mettre au bûcher juste pour garder leur favorite au chaud? Dites-moi dans les commentaires que je ne suis pas la seule. J'ai quitté la maison de mes parents en voiture, mes mains agrippant si fort le volant que mes jointures sont devenues blanches. Je ne suis pas rentré directement chez moi. Je me suis garé 2 rues plus loin, j'ai coupé le moteur et j'ai simplement respiré pour essayer de comprendre pourquoi ils m'avaient choisi comme sacrifice. Il faut comprendre l'économie de ma famille. Pendant 28 ans, j'ai été la pièce de rechange, le groupe électrogène de secours qu'on garde à la cave et qu'on ignore jusqu'à la panne de courant. Pendant que je vivais dans mon studio glacial de 35 mètres carrés, mangeant des nouilles instantanées et préparant mes examens de certification sous une couverture pour économiser sur le chauffage, Béatrice menait une vie qui n'existait pas mathématiquement. Je me souviens d'avoir scrollé sur Instagram l'hiver dernier. Il y avait Béatrice, se taguant dans une retraite bien-être 5 étoiles à Bali. Voyage d'études pour l'entreprise, disait la légende. Je savais pertinemment que son entreprise, un petit cabinet de conseil, n'avait aucun client, mais mes parents avaient aimé la photo. Ma mère avait commenté, si fière de ma visionnaire. C'est eux qui avaient financé ce voyage. C'est eux qui avaient financé l'Audi qu'elle a démoli 3 mois plus tard. C'est eux qui avaient financé le loft en centre-ville qu'elle louait à un ami. Ils avaient versé chaque once de leur sang financier pour maintenir Béatrice à flot, terrifiée à l'idée qu'elle s'effondre s'ils arrêtaient. Et moi? Pour Arthur et Marthe Lefebvre, j'étais une assistante administrative. Une déception silencieuse et sans ambition qui classait des papiers pour un salaire à peine supérieur au SMIC. C'était l'histoire que je les laissais croire. C'était plus sûr comme ça. En réalité, je suis auditrice financière senior pour l'un des cabinets d'avocats les plus redoutables de Paris. Mon travail n'est pas de saisir des chiffres. C'est de les traquer. Je recherche des actifs cachés dans des affaires de divorce très conflictuelles et des fraudes à la faillite d'entreprise. Je trouve les comptes offshore, les sociétés écrans et les employés fantômes. Je suis un requin déguisé en cardigan beige. Mes parents ne le savaient pas parce qu'ils ne l'ont jamais demandé. En 5 ans, ils ne m'avaient jamais posé la question une seule fois, « Alice, que fais-tu exactement au travail ?» Avant, ça me blessait. Mais assise dans ma voiture ce soir-là, j'ai réalisé que leur ignorance était ma plus grande arme. Pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi ils me détestaient. Mais en regardant la pluie frapper mon pare-brise, j'ai enfin compris. Ce n'était pas de la haine. C'était de l'économie. Pour mes parents, le succès est une ressource limitée, comme un gâteau avec un nombre de parts défini. Ils croyaient sincèrement que s'ils me donnaient le moindre soutien, la moindre attention ou le moindre amour, ils le volaient à Béatrice. Dans leur vision tordue du monde, pour que Béatrice soit l'étoile, il fallait un vide pour la mettre en contraste. J'étais le vide. J'étais la police d'assurance qu'ils gardaient dans le noir, prenant la poussière, en attendant le jour où l'étoile s'éteindrait. Et ce jour était enfin arrivé. Béatrice avait volé, menti et fraudé l'État. L'étoile était en train de tomber. Alors, ils sont descendus à la cave, m'ont dépoussiéré et m'ont dit que c'était mon tour de servir à quelque chose. Ils voulaient que je me jette dans le feu pour qu'elle ne se brûle pas. Ils me croyaient faible parce que j'étais silencieuse. Ils ne réalisaient pas que pendant qu'ils construisaient un château de cartes pour ma sœur, j'apprenais comment le faire s'écrouler. J'ai démarré la voiture. Je n'allais pas rentrer chez moi pour pleurer. J'allais travailler.
Je me suis garé sur le parking vide d'un petit restaurant ouvert 24h24. L'enseigne au néon grésillant au-dessus de ma tête comme un insecte mourant. Je ne suis pas entré. Je ne voulais pas de café. Je voulais la vérité. J'ai sorti mon ordinateur portable de mon sac. Mes mains tremblaient encore, une séquelle physique de l'adrénaline du bureau de mon père. J'avais besoin de savoir exactement dans quoi je mettais les pieds. J'avais besoin de savoir si cette fraude fiscale était un fait nouveau ou si la pourriture était plus profonde. Dans mon métier, on a un dicton, suivez le silence. Les choses dont les gens ne parlent pas sont généralement là où l'argent est caché. Et mes parents étaient restés très silencieux sur mon indépendance financière pendant des années. Ils n'ont jamais demandé pourquoi je n'achetais pas de nouvelles voitures. Ils n'ont jamais demandé pourquoi j'étais toujours locataire. J'ai connecté l'ordinateur au point d'accès de mon téléphone et j'ai navigué vers le portail de la Banque de France. Je ne piratais rien. Je n'utilisais aucun logiciel spécial. Je faisais simplement ce que tout adulte responsable devrait faire, vérifier mon propre dossier de crédit. J'ai tapé mon numéro de sécurité sociale, ma date de naissance et j'ai répondu aux questions de sécurité. Entrée. L'écran s'est rafraîchi, et la lumière bleue a illuminé l'habitacle de ma voiture. J'ai arrêté de respirer. Je m'attendais à voir un dossier vierge, peut-être quelques prêts étudiants, les petites mensualités de ma voiture, mon historique de loyer. Au lieu de cela, je regardais la scène d'un crime financier. Mon score de crédit était catastrophique, mais c'est l'onglet des comptes ouverts qui m'a retourné l'estomac. Il y avait 3 cartes de crédit, toutes au maximum, avec un solde combiné de 45 000 euros. Il y avait un prêt professionnel pour une SARL, BA Conseil, la start-up de mode ratée de Béatrice, contractée il y a 5 ans. Le montant principal était de 50 000 euros. Il était actuellement en défaut de paiement. J'ai cliqué sur les informations de contact associées au compte. Il fallait que j'en sois sûr. Il fallait que je le voie noir sur blanc. Et c'était là, l'adresse email de récupération pour chaque compte frauduleux, arthur.lefebvre@gmail.com. Je me suis adossé au repose-tête. L'air a quitté mes poumons d'un coup. Ils ne m'avaient pas seulement demandé de porter le chapeau ce soir. Ils avaient usurpé mon identité il y a 5 ans, quand j'avais 23 ans, que je luttais pour payer mes manuels d'audit financier et que je mangeais des tartines pour dîner. Mon père utilisait mon nom pour financer les projets vaniteux de Béatrice alors qu'il me disait ne pas avoir les moyens de m'aider pour mon loyer. Il ruinait activement mon crédit pour la maintenir à flot. La prise de conscience m'a submergé, froide et absolue. Je n'étais pas une fille pour eux. Je n'étais même pas une personne. J'étais une ressource, une ligne de crédit à exploiter jusqu'à la dernière limite avant d'être jeté. Ils me noyaient depuis des années pour qu'elles puissent garder la tête hors de l'eau. J'ai regardé mes mains. Elles avaient cessé de trembler. Étrange, n'est-ce pas? On pense que découvrir que ses parents sont des criminels qui vous ont trahi vous briserait. On pense qu'on pleurerait. Mais je n'ai pas pleuré. Les larmes se sont évaporées, remplacées par une clarté si vive qu'elle ressemblait au tranchant d'un couteau. Le lien émotionnel auquel je m'étais accroché, cet espoir enfantin et désespéré que si je sacrifiais assez, il finirait par m'aimer, s'est brisé net. Il avait disparu. Je me sentais plus légère. Je me sentais dangereuse. Je n'étais plus la jeune fille effrayée dans le bureau. J'étais l'auditrice, et je venais de trouver l'anomalie qui allait faire s'effondrer toute la structure. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je ne suis pas rentré dormir. J'avais du travail. S'ils voulaient que je porte la responsabilité de leur crime, très bien. J'allais prendre possession de tout le reste aussi. Je suis arrivé tôt au bureau, mais pas à mon vrai bureau. Je ne pouvais pas risquer que quelqu'un me voie sur le serveur de l'entreprise en train de faire des recherches personnelles. Je suis allé dans mon QG, un espace de coworking ouvert 24h24 que j'utilisais pour des missions en freelance. Je n'ai pas dormi. J'ai audité. J'ai récupéré les documents de BA Conseil, la société liée au prêt en défaut de paiement à mon nom, car mon numéro de sécurité sociale était listé comme garant. J'avais un accès légal à l'historique des comptes. J'ai téléchargé 5 ans de relevés et j'ai commencé à construire l'organigramme des flux financiers. Ce n'était pas seulement de l'incompétence. C'était du pillage. Béatrice avait levé 250 000 euros auprès d'investisseurs providentiels,
des amis de la famille de Villiers pour la plupart, en promettant une application de mode révolutionnaire qui n'existait pas. L'argent est arrivé sur le compte de l'entreprise et en est ressorti immédiatement. J'ai retracé les virements. 10 000 € à une agence de voyage de luxe, 5 000 à un concessionnaire Porsche, 15 000 à un entrepreneur pour des rénovations de bureaux qui, après une rapide vérification au cadastre, se sont avérés être à l'adresse de la maison de mes parents. Ils ne se contentaient pas de couvrir les erreurs de Béatrice. Ils en profitaient aussi. Arthur avait prélevé sa part sur la fraude de sa fille pour payer sa cotisation au club de golf et ses cigares de luxe. Ils formaient un écosystème fermé de cupidité, se nourrissant les uns des autres et utilisant mon score de crédit comme engrais. Je me suis reculé, fixant l'écran lumineux. Le soleil se levait, peignant la ville d'une lumière grise. La partie juridique de mon cerveau savait que j'avais des ennuis. Si j'allais voir la brigade financière maintenant, la piste papier serait confuse. Mon nom était sur les prêts. Mon crédit en était le fondement. Arthur prétendrait que j'étais le cerveau de l'opération, l'associée silencieuse, et que lui et Béatrice n'étaient que les victimes de mes combines. Avec leur statut social et mon manque de ressources, un jury pourrait très bien les croire. J'avais besoin d'un levier. J'avais besoin de quelque chose qui les forcerait à se détruire eux-mêmes. Il me fallait qu'ils me tendent eux-mêmes le couteau. J'ai regardé la colonne des actifs sur les comptes de mes parents. Elle était courte. Ils avaient vidé leur plan d'épargne retraite. Ils avaient maximisé leur propre carte de crédit. La seule chose qui leur restait, la seule chose de réelle valeur, était la maison, une superbe demeure de 4 chambres dans le quartier chic, estimée à 1,5 million d'euros. C'était leur fierté, leur symbole de statut, la scène de toute leur représentation de la famille parfaite. Et comme ils l'avaient achetée il y a 20 ans, elle était presque entièrement payée. J'ai ouvert un nouvel onglet de navigateur. Je n'allais pas les dénoncer. Pas encore. J'allais les liquider. J'ai navigué jusqu'au site du secrétaire d'État du Wyoming. Le Wyoming est spécial. C'est l'un des rares États américains qui autorise la création de LLC totalement anonymes. Vous n'avez pas à lister les membres. Vous n'avez pas à lister les gérants. C'est une boîte noire. J'ai enregistré une nouvelle société, Nemesis Holdings LLC. J'ai payé les frais pour un traitement accéléré. Puis j'ai rédigé un document. C'était un acte de transfert de propriété, un instrument juridique utilisé pour transférer un bien rapidement, généralement entre membres d'une même famille. Il stipulait qu'Arthur et Marthe Lefebvre transféraient 100% de leurs droits de propriété à Nemesis Holdings LLC pour la somme symbolique de 10 €. J'ai imprimé le document. Il avait l'air innocent, juste 3 feuilles de papier qui allaient transformer mes parents en locataires de leur propre maison. Ensuite, j'ai parcouru mes contacts jusqu'à trouver Sarah. Sarah était une notaire mobile que j'avais utilisée pour quelques saisies immobilières haut de gamme. Elle était professionnelle, discrète et chère. Sarah, ai-je dit quand elle a décroché, j'ai une signature ce soir chez mon père. C'est une structure de protection d'actifs sensibles. J'ai besoin que vous soyez là à 20 heures précises. Ne posez pas de questions. Vérifiez simplement les identités et apposez votre sceau sur les papiers. Tarif standard plus frais d'urgence ? A-t-elle demandé. Le double, ai-je dit. Et Sarah ? Une fois les papiers signés, partez immédiatement. Compris. J'ai raccroché et j'ai regardé la pile de papier sur le bureau. Les preuves de la fraude dans une pile, le piège dans l'autre. Il voulait que je les sauve. Il voulait que je répare le gâchis de Béatrice pour qu'il puisse continuer à jouer à la famille royale. J'ai attrapé mon sac. J'allais leur donner exactement ce qu'ils voulaient. J'allais les sauver, et ça allait leur coûter tout ce qu'ils avaient. Je suis rentré dans la maison de mes parents à 19h55 précise. L'ambiance dans le bureau était passée d'agressive à impatiente. Ils n'étaient pas inquiets pour moi. Ils étaient inquiets du délai. Béatrice faisait les 100 pas, vérifiant son téléphone toutes les 30 secondes, probablement terrifiée que son fiancé lui envoie un message avant qu'elle n'ait un casier judiciaire vierge. J'ai parfaitement joué mon rôle. J'avais passé 28 ans à apprendre à être la personne qu'il voulait que je sois. Effrayée, soumise et serviable. J'ai courbé les épaules. J'ai laissé ma voix trembler. Je vais le faire, ai-je dit en regardant le sol. Je porterai le chapeau.
Marthe a laissé échapper un souffle qui ressemblait à un sifflement de soulagement. Bien. Nous savions que tu ferais ce qu'il faut. Mais, j'ai levé la tête, écarquillant les yeux de panique. Il y a un problème. J'ai parlé à un ami avocat, juste hypothétiquement. Les yeux d'Arthur se sont plissés. Quel problème? Les barèmes de peine, ai-je menti? Le mensonge avait un goût délicieux. Comme le montant de la fraude dépasse les 200 000 €, le fisc ne se contente pas de la peine de prison. Il cherche aussi la restitution des fonds. Ils saisissent les actifs liés aux bénéficiaires de la fraude. J'ai pointé un doigt tremblant vers Béatrice, puis vers la pièce autour de nous. Ils retracent l'argent. Ils savent qu'il a payé les rénovations ici. Si je plaide coupable, ils viendront chercher cette maison, papa. Ils la saisiront pour rembourser les investisseurs. La couleur a quitté le visage d'Arthur. La maison était son idole. Il l'aimait plus que ses enfants. Probablement plus que sa femme. Ils ne peuvent pas faire ça, a-t-il bafouillé. Ils le peuvent, ai-je insisté. Sauf si on la cache. Ce soir. J'ai sorti le dossier de mon sac. Mes mains étaient stables maintenant, mais ils ne l'ont pas remarqué. Ils étaient trop occupés à fixer la solution que je leur offrais. J'ai fait rédiger ça. C'est une stratégie de protection d'actifs. Nous transférons immédiatement l'acte de propriété à une société holding anonyme. Nemesis Holdings LLC. Si la maison n'est pas à votre nom quand l'enquête commencera, ils ne pourront pas la geler. C'est un trust aveugle. Arthur a arraché les papiers. Il les a parcourus avec l'intensité désespérée d'un homme voyant sa vie défiler sous ses yeux. Il s'est arrêté à la page de signature. Attends, a-t-il grogné. Ici, il est indiqué que tu es la seule gérante. Mon nom n'apparaît pas sur l'acte de propriété. C'était le moment charnière. Si je flanchais, je perdais. C'est exactement pour ça que ça doit être moi, ai-je plaidé. Si votre nom est sur quoi que ce soit, la brigade financière le trouvera instantanément. Je suis le prête-nom. Je détiens l'actif jusqu'à ce que la pression retombe. Vous pourrez me forcer à vous le rétrocéder quand vous le voudrez. Je fais toujours ce que vous demandez. Il n'a pas vu de menace, seulement la fille sacrifiable. Il a ri, a attrapé son stylo et a signé. J'ai envoyé un SMS à Sarah. Elle est arrivée en quelques secondes, a apposé son sceau sur l'acte de transfert de propriété et est repartie avec une enveloppe d'argent liquide. Quand sa voiture a disparu au bout de l'allée, la pièce s'est détendue. La panique s'est évaporée pour laisser place à l'arrogance. Tu as été utile pour une fois, a ricané mon père. Ma mère a servi du vin comme si elle ne venait pas de commettre une fraude. Arrête de pleurer. Tu connais ta place, a-t-elle dit froidement. Béatrice est la fleur. Toi, tu es la terre. Ton rôle est de t'enterrer pour qu'elle puisse s'épanouir. Va voir la police demain. Nous avons un mariage à préparer. Ce mot, terre, a mis fin à tout. J'ai arrêté de pleurer, j'ai posé mon téléphone sur le bureau et je leur ai montré le chronomètre de l'enregistrement, toujours en cours. Je n'irai pas voir la police, ai-je dit calmement. Et Béatrice non plus. Ils m'ont dévisagé pendant que je leur expliquais la vérité. La maison appartenait désormais à Nemesis Holdings, et je possédais Nemesis Holdings. Mon père s'est jeté sur moi, puis s'est figé quand j'ai mentionné que m'attaquer en justice signifierait avouer leur propre crime. L'enregistrement avait capturé leur aveu de fraude. Le poursuivre en justice équivaudrait à confesser un délit grave. Il s'est effondré. Vous avez 7 jours pour quitter ma propriété, ai-je dit. Dépassez ce délai, et cet enregistrement ira directement à la brigade financière et à la famille de Villiers. 3 mois plus tard, j'étais assise dans le bureau qui m'appartenait désormais. Mes parents étaient ruinés. Le mariage de ma sœur était annulé. Leur réputation était détruite. Ils avaient raison sur une chose. Les fleurs ont besoin de terre. Ils avaient juste oublié que c'est la terre qui possède le sol. Et désormais, ce sol était à moi.